Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un invité exceptionnel. En effet, mon invité aujourd'hui est l'une des figures incontournables du monde de l'humour en France. Il est connu par son humour décalé et parfois provocateur. Ces spectacles teintés d'humour, décalé et de jeux de mots ont rencontré un vif et grand succès. Les sketchs abordent souvent des sujets de société avec un ton humoristique, ce qui lui a valu l'admiration, mais parfois aussi la controverse. En dehors de sa carrière sur scène, il s'est également essayé au cinéma, à la télévision et à la radio. Vous l'écouterez très régulièrement sur RTL dans les grosses têtes et sur les plateaux de télévision de TPMP. Mon invité aujourd'hui est celui que vous connaissez tous, mais aussi celui qui a un immense cœur, un regard bienveillant, une générosité sans mesure qui ne laisse personne indifférent. Vous l'aurez reconnu, j'ai la joie, l'honneur et le privilège de recevoir le grand humoriste français Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, bonjour, bonjour. Merci, bonjour Emmanuel. Merci de me Quelle recevoir. présentation magnifique. Merci à toi de me recevoir. Vraiment, et je voudrais tout d'abord commencer par une citation du grand philosophe Carl Jung, qui souligne pour se présenter « Je suis celui que j'ai choisi de devenir ». Oui. Jean-Marie, et toi, qui es-tu? Eh bien, j'étais un enfant et je suis devenu un homme, et puis un jour, j'ai lu quelque chose d'un psychiatre qui a utilisé une technique qui s'appelle la dynamique émotionnelle de groupe. Ça m'a permis tout simplement de devenir qui je suis. C'est énormissime, c'est un truc que tout le monde devrait faire, surtout qu'on devrait pratiquer à l'école. Et si tous les enfants avaient au moins 1 heure ou 2 de cette matière, je pense que le monde entier irait mieux, que les résultats scolaires seraient meilleurs, utilisés tout simplement avec évidemment quelqu'un pour diriger ce cours qui s'appelle la dynamique émotionnelle de groupe. Ça veut dire nous sommes un groupe, il y a un gars qui est là pour diriger un peu les choses, et chacun est libre de dire ce qu'il veut, et en réalité reçoit de la part du groupe, si tu veux, comment dire, naturellement il s'établit une espèce de, comment je pourrais bien dire ça, une espèce de note qui fait que, on reçoit plus ou moins d'acquiescement ou tout le monde est libre. Donc on peut rire d'une personne qui nous raconte son malheur parce qu'elle nous fait rire. Alors on va réfléchir vraiment là-dessus sur la notion de rire, d'humour, mais avant d'approfondir la réflexion, en un mot, quelle est, non pas comme les autres te voient, mais pour toi, quelle est ta plus belle qualité? Pour moi, c'est que je suis définitivement amoureux de mon prochain. Je cherche partout dans le cœur de la personne à qui je parle, je cherche l'amour, je cherche Dieu qui est dans son cœur. Parce que Dieu est dans le cœur de tout le monde, même du plus pourri des individus. Si on cherche bien, parfois ça n'est qu'une petite lueur, mais il est là.
Et il faut s'adresser à cette petite lueur. C'est très important. Si on n'est pas capable de découvrir la petite part d'humanité qu'il y a chez une personne, c'est très grave. Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu universel. Je ne crois pas, évidemment, à un monsieur qui a une grande barbe blanche et qui viendrait nous délivrer sans savoir ses punitions ou tout ça. Non, pas du tout, non. Je pense que ça se fait tout seul. Et je suis un peu malheureux de me dire que je me sens parfois un petit peu seul. Pardon. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai fait une prière, j'ai retrouvé ma valise. Je suis en pleine interview, donc je vais te raccrocher à la gueule. Allez, je te fais un gros bisou. Bye. C'est mon assistant. Ah. Qui se faisait des soucis. T'avais perdu ta valise. Oui, je l'ai égaré dans le train, dont le terminus était à Dunkerque. Et par recoupement et grâce à chacune de mes actions qui sont toujours assez aimables et positives malgré mes énormes coups de gueule, eh bien il se trouve que je me rends compte, là, par exemple aujourd'hui, que tous les bienfaits aboutissent quelque part, sans aucun doute. C'est la puissance de la prière, certainement. Alors je vais reprendre la réflexion. Quelle définition donnes-tu de l'humour? Je pense que l'humour est une manière d'obtenir non seulement l'écoute de l'autre, mais de recevoir même la grâce, parce que c'est gratuit, c'est la multiplication des pains, pour moi. Je te donne un sourire, ça ne m'enlève pas mon sourire. Non mais c'est intéressant. Et pourtant, je te l'ai donné. Et toi, tu vas le transmettre. C'est ça. Et on va tous se mettre à sourire. C'est merveilleux. C'est ça qui est C'est merveilleux. merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et tout à l'heure dans la présentation, tu parlais des émotions. Et Jean-Marie, quel lien fais-tu entre l'humour et la catharsis émotionnelle? C'est quoi la catharsis? La catharsis, c'est cette plénitude finalement qui rendrait tout le monde heureux. Oui. Mais alors faut-il encore que l'humour puisse rendre tout le monde heureux et pas n'importe quel humour? Ah oui, bien sûr. Mais l'humour, c'est l'humour. On peut rire de absolument de n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un tableau ici que tu n'as pas filmé, mais tu pourras faire mon plan dessus. Voilà. Et c'est pas moi, hein, c'est Gustave Kerven et Benoît Delépine qui l'ont inventé à propos de la sempiternelle question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ils ont donné la réponse universelle. On ne peut rire que de tout. D'accord. Ok? Ça c'est intéressant ça, on ne peut rire que de tout. On ne peut rire que de tout. Imaginons qu'on dise tout d'un coup, on ne rigolera plus jamais des chaises. Oui. Mais l'univers tout entier des humoristes commencerait leur sketch par j'ai une chaise. Oui. C'est forcément, le rire il est forcément cruel. Oui. Sinon il n'est pas drôle.
Si on dit « Oh, que cette rose est belle », par exemple, personne ne rigole. En revanche, une vieille dame glisse sur une plaque de verglas. Elle est en l'air. On est écroulé de rire. Même si on va lui porter secours immédiatement, parce que c'est vraisemblablement cassé le col du fémur ou des deux. Mais il y a pour moi une chose immuable, c'est que c'est pas le bonheur qui fait rire, c'est le malheur. Et comment l'expliques-tu que le malheur puisse faire rire? Parce qu'il est inattendu, et donc il te surprend, il te chatouille. Quelqu'un se prend les pieds dans le tapis, et on est écroulé de rire. Tu vois? En revanche, les deux amants se retrouvent et s'embrassent enfin, ils s'aiment et ils pleurent. Tout le monde dans la salle pleure. Ouais. Le bonheur fait pleurer, c'est le malheur qui fait rire. Très intéressant. Jean-Marie, et quelle est la différence entre rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un? Ah ben, rire avec quelqu'un, c'est t'es avec un ami, tu partages, tu vibres de sympathie avec lui, comme les cordes de la guitare. Pour accorder une guitare, on frappe une guitare en pinçant une autre, et si la corde frappée fait vibrer, oui, celle d'à côté, c'est qu'elle est sur la même onde. Ça s'appelle, les musiciens appellent ça vibrer de sympathie. Tu vibres de sympathie avec quelqu'un et tu passes une soirée absolument merveilleuse. Ensuite, il y a le malin qui est là, le diable. Il est là, il s'est dit, tiens, on va se marrer avec quelque chose qui ne va pas faire rire l'autre. Voilà, un handicapé qui se traîne pour marcher, et puis on va pas se moquer de lui, mais on va dire, ben, s'il va à Orléans, il n'est pas arrivé, tu vois. Bon, mais on va dire, c'est souligné par le malin, mais ça peut déclencher un rire. Il n'est pas malveillant s'il n'est pas dirigé directement contre la personne. C'est ça. Mais bien sûr que ça peut arriver. Je connais des millions de blagues. Je suis le raconteur officiel de blagues aux grosses têtes, par exemple. C'est ça. Laurent Ruquier dit « Jean-Marie Bigard est vraisemblablement le meilleur raconteur de blagues. » Et parce que je prends une blague des fois qui est un petit peu courte, un peu pourrie, mais je la transforme en une blague merveilleuse. Alors que beaucoup arrivent avec une excellente blague à la chier par terre pour la rendre anodine, tu vois. C'est un don. Si moi, mon intention depuis le moment où j'ouvre les yeux le matin est de faire rire la personne qui est en face de moi, quel plus beau cadeau, quel sourire, quel sourire donné qui va se multiplier comme les petits pains. Exactement, c'est les petits pains. On se lève, des fois, les gens, ils ont envie de faire chier tout le monde. Moi, mon idée, c'est de faire rire ma femme, par exemple. Et elle adore que je le fasse à des occasions qui sont imprévues, imprécises, mais qui tout d'un coup, clac! Parce que là, j'ai déclenché un rire.
Mon boulot est de déclencher des rires pour que ce rire continue son chemin. Et comment arriver à faire rire les autres si parfois on éprouve intérieurement de la tristesse? Moi, je ne sais pas, je suis fait de telle façon que même si je suis triste comme un verre d'eau, ce qui est d'ailleurs un peu mon cas aujourd'hui, eh bien, et je pense sur mon lit de mort, mes dernières paroles certainement seront assez drôles. Tu vois, je dirais, de toute façon, hein, je vous appelle dès que je suis de l'autre côté pour vous expliquer c'est quoi cette histoire. Et je suis sûr que je trouverai à dire mes dernières phrases en mettant l'accent le plus possible sur le rire pour tuer définitivement la tristesse qui n'a pas cours ce jour-là. On parle, Jean-Marie, on parle souvent de différents styles d'humour dans l'humour noir. Comment l'humour noir peut-il être moralement acceptable? Et l'est-il? Tous les rires sont acceptables, sans exception. Puisque celui qui arrive à transformer quelque chose de dramatique, de pénible, d'humiliant, s'il arrive à le transformer en rire, c'est la preuve vivante que le rire est le propre de l'homme. La seule chose les trois choses qui nous différencient des animaux, parce que nous sommes des animaux et nous sommes même le maillon suprême, nous sommes en tête de la chaîne animale. C'est parce que, c'est pour trois choses. D'abord, on sait qu'on va mourir, ce que l'animal ne sait pas, jusqu'au dernier moment. On a un langage articulé complet, que les Indiens appellent matrika, parce qu'elle est la matrice du monde. Les lettres, associées les unes aux autres, forment des mots qui eux-mêmes, associés les uns aux autres, font des phrases qui vont faire qu'on sera heureux ou malheureux. Ça, l'animal ne le sait pas, il ne sait pas le faire. Bon, mais il sait faire plein d'autres choses qu'on ne sait pas faire, nous, par exemple. Dans mon spectacle Des animaux et des hommes, que j'ai joué au Stade de France, qui était un exploit totalement irréaliste au départ, de faire une conversation, puisqu'un spectacle d'humour, c'est une conversation entre une personne seule et une foule en face. J'ai joué pour 52 000 personnes au Stade de France, c'est un record absolu. Et j'ai instauré une conversation et j'ai pu transmettre tout ce qu'il y avait de drôle dans cette aventure. Je l'ai fait au Stade de France. Et donc, je suis à moi tout seul la preuve que si on reçoit tous en même temps la phrase d'un seul homme, eh bien il y a une possibilité pour que le sentiment évoqué soit reçu. Et pourquoi pas par le plus grand nombre. C'était quoi ta question exactement? Non, l'humour noir. Ah, et donc l'humour noir, y compris, encore une fois, je te renvoie à la phrase « on ne peut rire que de tout ». Évidemment que c'est moins facile quand
c'est un membre de ta famille qui est allongé, décédé, c'est un peu plus dur, mais quand tu travailles aux pompes funèbres et que tout d'un coup tu dis tiens regarde, t'as vu que je lui mets le nez comme ça, il reste un peu comme ça, eh ben on va se fendre la gueule. Évidemment, le membre de la famille va beaucoup moins rigoler. Il va même peut-être avoir des sentiments très négatifs. Mais le rire, c'est le rire, un cadavre qui est tourné dans un sens bizarre, avec un autre qui est allongé dessus, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas prêter à rire. Et aucune raison qu'on puisse condamner quelqu'un à mort, parce qu'il a ri d'un mort, ce qui est l'humour le plus noir possible, ou d'un enfant mort. Mais il est là, il fait partie de nous, il est incontournable, incontournable. C'est pour ça que j'ai choisi le métier le plus dur, qui consiste à parler à une foule et à la faire rire en même temps. Parce que dans une pièce énormissime, tiens, comme celle-ci, que je vous recommande, hein, vous allez à la FNAC, vous achetez Ondine de Jean Giraudoux. Hein. Et vous lisez ça, c'est une thérapie pour la terre entière. Et je fais toujours la différence quand les journalistes viennent et disent « Ah ouais, d'accord, bon, ils rigolent, tout ça. » Le journaliste, pour moi, devrait relater ce qui se passe et ensuite seulement donner son avis. Tu vois? Que ce soit un spectacle tribal qui est improvisé devant une caméra, qui va sembler pour tout le monde un truc complètement inutile, complètement nul au niveau du rire, de quoi que ce soit. Tu vois, voilà, c'est un spectacle. Mais il y a une énorme différence entre aller voir une pièce qui fait rire et rire à gorge déployée, parce que on a une certitude, c'est que le rire est sonore, donc on peut l'entendre. L'émotion, non. C'est-à-dire que dans une pièce où il y a énormément d'émotions, par rapport au reçu, hein, oui. Eh bien, dans une pièce où il y a énormément d'émotions, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui dorment. Ça ne fait pas de bruit, à part quelques ronflements. Tu comprends? Oui. Le rire, il est franc du collier. Tu ris ou tu ris pas. Tu fabriques tout d'un coup des décibels avec le rire. Et toi, tu as la réponse. Tu dis, j'ai touché. Même moi qui suis évidemment beaucoup plus souvent drôle que émouvant, ce qui n'empêche que l'un peut exister sans l'autre. Hein. Je peux te dire, pour avoir fait 5 ans de dynamique émotionnelle du groupe, c'est que mon psy m'a dit, quand tu vois, il y a des gens qui rigolent, presque tout le monde rigole, puis il y a un mec qui baille. Il dit, sois heureux. Parce que s'il baille, c'est que tu as touché un truc extrêmement sensible qui le fait bailler presque, qui pourrait lui tirer les larmes des yeux parce qu'il est touché. Il est touché par l'émotion. Et donc, il baille, ça veut dire que bon, il n'était certainement pas venu pour ça, il n'était pas venu pour qu'on lui rappelle qu'il a vécu des moments de tristesse intense,
ou quoi que ce soit, si tu veux, mais il baille, ça veut dire qu'il est interpellé. Donc moi, quand quelqu'un baille, je suis ravi. Je dis, celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai touché son cœur. J'ai dit, bah dis donc, si tu te fais chier, baille, hein. C'est un spectacle d'humour, là, que je fais. Jamais je vais lui dire ça, ou alors, en rigolant. Ou, si par exemple, une personne s'endort à ton spectacle, tout le monde est dépouillé. Tu as 5000 personnes qui se mangent les genoux. Et tu en as un, il a les paupières, a l'impression qu'il y a une enclume de 100 kilos accrochée à ses paupières. Ses yeux se ferment et il dort. Quelle médaille, quelle médaille! Il dort, tu sais pourquoi? Parce qu'il est content, parce que il est avec sa famille hurle de rire, la même famille, certainement qui lui pète les couilles toute la journée. Ils sont heureux. En fait, il a rendu lui aussi sa famille heureuse en les amenant à ton spectacle. Donc il faut se réjouir. Réjouissons-nous de cet homme qui a fermé les yeux et qui se dit, c'est je suis au paradis. Toute ma famille est contente. Je peux me reposer. Je ne suis pas obligé de fournir tout, le pognon, le rire, la bonne humeur. Je ne suis plus obligé. Je suis en vacances. Donc j'ai le droit de dormir. Donc j'ai dit à tous mes collègues que vous en chopez un qui est bien parti, un bon gros que là, et se laisse partir. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Moi, parfois, alors je m'amuse évidemment, parce que c'est mon métier, mais je m'amuse tout à coup à dire à tous les gens, je leur fais signe, chut, pour que le mec continue à dormir, et je chante une berceuse. À la claire fontaine, en allant promener. Et là, comme par hasard, le mec qui dormait, son cerveau lui dit, il se passe un truc bizarre, faut peut-être que j'ouvre les yeux. Et il ouvre les yeux, alors qu'on est tous en train de lui chanter une berceuse. C'est pour souligner simplement, gentiment, que, en fait, ce mec s'est offert un moment de bonheur. Ça fait partie aussi fort qu'un éclat de rire sonore, glorieux, pour dire merci à la personne qui a... C'est-à-dire, c'est en dehors des mots, en dehors de ce que tu racontes, ce mec, il est tranquille. Et le premier truc qui lui est venu, c'est de s'endormir. Mais c'est génial, non? Magnifique. Donc moi, je prends tout comme ça. Alors peut-être une autre question, Jean-Marie. On dit souvent qu'on utilise l'humour pour faire passer des messages de vérité. Et selon toi, quelle est la relation entre l'humour et la vérité? Entre l'humour et la vérité. Pour moi, hein, elles sont extrêmement liées. C'est-à-dire, j'irais jusqu'à l'humour noir et la vérité. Je dis à la foule, alors les scientifiques, ils nous disent qu'il paraît
que le fantasme numéro 1 des femmes, c'est de se faire prendre par 4 inconnus dans un ascenseur. J'ai évidemment, madame, au premier rang, conteste complètement ce sondage, parce qu'elle a une hanche en plastique, et elle se dit, il y a 20 ans, j'aurais peut-être été d'accord, mais là, j'ai peur de me répéter un truc. Ça veut dire, je souligne qu'elle est vieille, qu'elle est imbaisable, que personne ne va jamais lui proposer de la baiser dans un ascenseur. Donc elle n'est pas jouable. Et en même temps, je fais rire tout le monde à l'idée que son principal souci, ce serait qu'on lui déboîte pas sa hanche en plastique. Tu vois le mélange qu'il y a là entre l'humour, terrible, hein, et la situation que je décris. Donc, j'apprends à tout le monde qu'à ce moment précis, on peut mélanger une hanche en plastique d'une dame de 75 ans et un délire sexuel prétendu par des scientifiques. Ils éclatent de rire. Dis-moi, j'aurais... Bon, je dis pas, hein, avant que j'aie ma hanche en plastique, je dis pas que ça m'aurait pas intéressé, mais là, non, tu vois. Donc, je mets tout. Et là, il y a le rire qui sort. Alors, l'interview va malheureusement bientôt se terminer. C'est dommage parce qu'on n'a pas abordé le millième des choses qu'on aurait pu aborder. Exactement. Mais une autre fois. Tout à fait. Une autre fois, avec grand plaisir. On faudra le couper en 1000. Oui, exactement. Mais alors, je voudrais revenir sur le rire. Tiens, vas-y. Le bonheur, tu peux le partager en 1000. Tu en as toujours autant. Oui, c'est vrai. Dieu est amour. Cet amour, je dis ça parce que ça approche de la fin, il faut que je le dise. Donc c'est Dieu qui nous donne l'amour à profusion. C'est une banque d'amour inépuisable qu'on peut distribuer à souhait. Il y en aura toujours autant. C'est la différence avec le chagrin parfois qu'on partage avec quelqu'un et du coup qui nous fait diminuer notre douleur. Quelle définition donnes-tu de ce magnifique mot que tu utilises depuis le début, aimer? Ça ne se discute pas tellement. Moi, j'ai fait tellement de choses, tu vois, en douce et sans crier, sans hurler sur tous les toits et tout. Et je n'en ai jamais personne. D'ailleurs, on a tenu compte de ce qu'a été ma vie. Mais je suis quand même content. Parce que quand je vais rendre mon âme à Dieu, Dieu sait ce que j'ai fait de ma vie, comment j'ai pensé, il sait aussi. Je me suis mis en colère, que j'ai sûrement fait de la peine à des gens que j'ai dû insulter, des gens, au lieu d'expliquer, j'ai dû un peu utiliser des mots parfois forts, cruels, tranchants. Mais c'est parce que je ne suis qu'un homme. Et donc, que tu n'es qu'un homme, tu tombes amoureux de Ondine. Tu vois, je la connais par cœur, cette pièce. Je pourrais la jouer. Je pourrais jouer
le surintendant, Ondine elle-même, parce que ces phrases ont une telle vibration, que je reviens à ça, de sympathie. Tu vois, il y a un moment, Ondine, le roi des Ondins, Ondine n'est pas une personne humaine. Elle est d'un autre monde, tu vois. C'est pour ça que le chevalier Hans tombe amoureux de cette transparence, de cette innocence, de cette bonté. Il ne peut pas, il est trop un petit homme pour comprendre ça. Mais tu n'aimeras pas que j'aime de la même manière d'autres contes, tu vois, mais tu vois par exemple le roi des Ondins, dans l'acte 3 et la scène 5, j'ai pleuré des boîtes et des boîtes de Kleenex, tu vois. Il dit, il t'a donné le malheur. Et Ondine lui dit, sûrement, mais là encore, nous sommes chez les humains. Que je sois malheureuse ne prouve pas que je ne sois pas heureuse. Tu n'y comprends rien. Choisir, écoute bien, choisir sur cette terre couverte de beauté, le seul point où l'on doit rencontrer la trahison, l'équivoque, le mensonge, et s'y ruer de toutes ses forces. C'est ça, le bonheur pour les hommes. On est remarqué si on ne le fait pas. Plus on souffre, plus on est heureux. Je suis la plus heureuse. Et le roi des Ondins dit, il va mourir, parce qu'ils ont un pacte. Si elle part avec ce chevalier, toutes les petites Ondines, et le roi des Ondins dit, il te trompera, il te trompera. Il dit, mais non, il a l'honnêteté sur le visage, tu vois. Et il lui dit, il va mourir, et elle lui dit, sauve-le. Et le roi des Ondins, il dit, que t'importe, toi tu n'en as plus que pour quelques minutes à avoir une mémoire humaine. Tes sœurs t'appelleront 3 fois, et tu oublieras tout. Je veux bien t'accorder qu'il meure à la seconde même où tu oublieras. Cela fait assez humain. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de le tuer. Il est à fin de vie. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Et là, il enchaîne, tu vois. Ondine a dit, mais il est si jeune, il est si fort. Et le roi des Ondins, il dit, il est à fin de vie. Ondine, toi qui n'uses de métaphore que si elle parle de chien de mer, tu te rappelles ceux qui, un jour, en nageant, ont fait un écart. Attends, je mets mes lunettes, hein, parce que je rame. Merde. Ils nageaient ensemble. Ils traversaient les océans en pleine tempête. Et puis un jour, dans un beau golfe, sur une petite vague, un organe en eux s'est rompu. Tout l'acier de la mer était dans un ourlet de l'onde. Leurs yeux ont été 8 jours plus pâles, leurs babines sont tombées. C'est qu'ils n'avaient rien, disait-il, c'est qu'ils mouraient. Ainsi, chez les hommes, écoute bien cette putain de phrase, ainsi chez les hommes, ce n'est pas sur les chaînes des crimes, des monstres, que les bûcherons, les juges, les chevaliers errants font leur effort, mais sur une brindille d'osier, une innocence, une enfant qui aime. Il en a pour 1 heure. Il dit, mais j'ai cédé ma place à Bertha, tout s'arrange pour lui. Le roi des Ondins dit, crois-tu? Tout déjà
tourne dans sa tête. Il a dans le cerveau la musique de ceux qui vont mourir. Cette histoire de la fille de vaisselle sur le prix des œufs et du fromage, il l'a entendue résonnante. Il n'est pas près de Bertha, on l'attend en vain à l'église. Il est tout près de son cheval. Son cheval lui parle. Maître chéri, adieu, lui dit son cheval, je te rejoins en Dieu, car aujourd'hui, son cheval lui parle en vers. Ondine dit, je ne te crois pas, écoute ces chants, c'est son mariage. Le roi des Ondins, il se moque bien du mariage. Le mariage tout entier a glissé de lui comme l'anneau d'un doigt trop maigre. Il erre dans le château, il se parle à lui-même, il divague. C'est la façon qu'ont les hommes de s'en tirer quand ils ont heurté une vérité, une simplicité, un trésor. Ils deviennent ce qu'ils appellent fous. Ils sont soudain logiques, ils n'abdiquent plus, ils n'épousent plus celles qu'ils n'aiment pas, ils ont le raisonnement des plantes, des eaux de Dieu. Ils sont fous. Ondine dit, il me maudit. Le roi des Ondins dit, il est fou, il t'aime. Tu as besoin de respirer. Que tu entends cette thérapie pour l'humanité tout entière. Ondine est pure. C'est un poison mortel pour ce chevalier Hans qu'on adore, qui est un bon chevalier, qui ne pense qu'au bien, qui va défendre quelqu'un contre le mal, mais là, il ne peut pas résister, c'est impossible. C'est expliqué 1000 fois dans ce sens-là, tu vois. Et quand tu as vu ça, tu ne peux plus vivre la même vie. C'est impossible, impossible. Tu dois immédiatement, même si la personne ne s'en rend pas compte, tu dois voir Dieu dans tout homme et dans toute femme. Donc, même la personne qui t'insulte, qui dit comment je me sentirais, si on me dit que je suis chauve, comment est-ce que je pourrais être insulté? Tu vois? Est-ce que je suis sans cheveux? Comment on pourrait me le reprocher? Comment on pourrait, toi? Donc, cette petite Ondine, qui est une âme pure, elle a 15 ans. Elle dit, j'ai 15 ans, et je ne mourrai jamais. Et lui, il est attiré comme l'abeille par le miel, par le pollen de la fleur. Il est obligé d'y aller. Et donc il avoue tout, la scène de la fin, elle est fantastique. Il dit le tout, il avoue absolument tout. Il l'a trompé parce qu'il le fallait. Sinon tu n'es pas un homme. Ça veut dire qu'il y a un moment, elle dit sur les chiens de mer, toute leur vie reste côte à côte. Jamais plus de 50 cm entre la tête de l'un et de l'autre. Et le chevalier dit, parce que les hommes et les chiens de mer sont des espèces différentes. Mais elle ne veut pas en convenir, elle veut absolument y croire. Et lui, il y croit à fond. Elle lui dit à un moment, ce serait trop te demander, que ça fait un quart d'heure qu'elle est arrivée. Elle lui dit, ce serait trop te demander de me dire que tu m'aimes. Et il se met un genou en terre et dit, voilà, je te dis
t'aime. Et elle dit, prenant dans ses bras, elle dit, tu as déjà dit ça? Et il dit oui, à toutes celles que je n'aimais pas. Et elle dit, vas-y, raconte-moi mes victoires. Là, l'homme, il est surpris au flagrant délit de mensonge. Peut-être pas sur le moment présent, mais après, et de toute façon, il mentira. Cher Jean-Marie, merci. C'est par ces mots que l'interview malheureusement s'achève. Ah, malheureusement s'achève, tout le monde est en larmes. On m'aura rendu les gens un petit peu heureux parce que ils se sont dit, après tout, nous ne sommes que des hommes. Hein? Et rien ne nous empêche d'être beaux et grands et menteurs. Merci de m'avoir reçu, vraiment merci pour ton De rien, humanité. Emmanuel, t'as pas fait la moitié de tes Non, c'est fiches. vrai. Mais merci pour Je l'avais dit, hein. Merci pour ton humanité, vraiment merci pour le cœur que tu as. Et vraiment merci de continuer C'est un cadeau à de Dieu. donner et merci de continuer et de transmettre ce cadeau que tu as reçu de Dieu. Exactement, la transmission est le bon mot pour finir cette interview. Si vous avez le bonheur dans le cœur, si vous avez la joie de recevoir l'amour que Dieu nous a donné, alors partagez-le. Et ben voilà, les amis, partageons cet amour que Dieu nous a donné, comme dit notre ami Jean-Marie. Je vous remercie pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, ciao ciao.